Madame la Présidente de la République du Libéria, Présidente en exercice de la CEDEAO, Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal, Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, mon frère Premier ministre de Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Madame Ramsati du PNUD, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les participants et invités. Cette deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique nous donne d'heureuses et non moins délicates occasions de faire le bilan des progrès accomplis sur notre continent dans la voie de son développement, d'apprécier nos ambitions d'émergence et de combiner des orientations et des mécanismes opérationnels pour rompre avec les échecs, retards et dérivations du passé et porter l'Afrique et nos pays respectifs à la place de leurs dividendes démographiques, leur permet d'espérer en une génération, celle d'un continent, dont le poids économique dans le monde excédera la proportion de population mondiale qui l'habite. Pour réussir cette émergence, l'Afrique a besoin d'être plus innovante, plus productive et plus compétitive. L'espoir est permis parce que nous sommes déterminés. En effet, l'Afrique a amélioré ses résultats économiques et sociaux en 2010-2015 en enregistrant une croissance réelle de son produit intérieur brut global de plus de 5% par an. Toutefois, cette performance est très en deçà de celle des pays émergents d'Asie. Elle ne s'est pas encore traduite par une transformation structurelle des économies africaines qui, presque dans leur totalité, restent des producteurs exportateurs de matières premières et de produits de base qui ne contiennent qu'une faible part de la valeur ajoutée des chaînes de valeur dans le monde. Le défi auquel notre continent est confronté au cours de la présente et prochaine génération est double. Premièrement, transformer structurellement nos économies, nos institutions et nos sociétés pour cesser d'être uniquement des producteurs de matières premières et embrasser toute la chaîne de valeur mondiale de nos produits. Deuxièmement, relever fortement les investissements pour réaliser une croissance économique réelle à 2 chiffres, au moins au niveau des performances que l'Asie du Sud-Est émergente a enregistrées au cours des dernières générations, et hisser la part de notre continent africain dans le PIB mondial de 3% en 2016 à près de 20% en 2050. La première édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique avait mis l'accent 1. sur le rôle de développationniste de l'État, les changements dans les modes de production et de consommation et le développement humain. La déclaration d'Abidjan qu'elle a adoptée recommande qu'un centre de veille stratégique soit institué et que la conférence se tienne tous les 2 ans pour vulgariser les bonnes pratiques en matière d'émergence. En approfondissant la réflexion sur l'émergence de l'Afrique, la présente édition devrait convenir des repères à fixer dans le plan de développement de l'émergence pour la transformation de l'Afrique et l'accroissement de la part de l'Afrique dans la production des richesses mondiales, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable des Nations unies. En échangeant sur les bonnes pratiques, elle devrait souligner l'importance de la mise en place d'un cadre de suivi et évaluation de la mise en œuvre des plans et politiques d'émergence et de mesures de progrès par rapport aux indicateurs d'émergence. L'objectif d'émergence des pays africains à l'horizon d'une génération, soit d'ici 2050, est très ambitieux, mais il est atteignable et devrait guider nos actions et nos politiques et programmes économiques, sociaux et de développement. Pour le réaliser, la sphère économique et financière a son importance, notamment pour apprécier des indicateurs de succès. Mais elle n'est pas suffisante. Il est nécessaire de prendre en compte non seulement les équilibres et la stabilité macroéconomique, mais aussi accroître les investissements dans les infrastructures, les équipements sociaux, les activités productives pour réaliser la diversification et la transformation économique structurelle. Mettre en œuvre des politiques vigoureuses de développement humain et social et renforcer les institutions, la gouvernance, la lutte contre la corruption et la participation citoyenne. Pour réussir la transformation structurelle, inclusive et durable de nos économies nationales, de nos institutions, de nos sociétés,
la maîtrise des énergies renouvelables et de l'économie verte, ainsi que la révolution technologique ou quatrième révolution industrielle en cours dans le monde est indispensable. Elle mettrait notre jeunesse à égalité avec toutes les jeunesses de par le monde et nous permettrait de rattraper le temps perdu par rapport aux 3 précédentes révolutions industrielles, ainsi de construire des sociétés d'émulation de la connaissance, de l'innovation et de la compétitivité. À cet égard, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter les pays africains pour les progrès accomplis, notamment les 27 pays qui se sont lancés explicitement dans des plans d'émergence, y compris les 13 pays qui ont fait l'objet d'études de cas par le PNUD et dont nous visiterons à émuler de bonnes pratiques. Je voudrais également encourager tous les participants à cette conférence à veiller à nous faire des propositions concrètes de politique de développement et d'émergence, ainsi que d'indicateurs de mesure, ayant pour objectif de permettre à tous les pays africains de formuler et mettre en œuvre avec succès des plans d'émergence ambitieux. Les enjeux de notre succès dans l'émergence, c'est l'emploi des jeunes et la maîtrise des flux migratoires. Ceci l'inclusion de toutes et de tous dans la production de partage de richesses, notamment des femmes africaines. Concernant les politiques macroéconomiques, il s'agira de veiller à accroître l'effort fiscal et douanier bien au-delà des 20% du PIB et de dégager une épargne budgétaire substantielle pour autofinancer une part notable des investissements publics, renforcer les marchés financiers intérieurs, y compris les transferts des Africains de la diaspora, et recourir au partenariat public-privé pour maîtriser l'endettement extérieur dans les limites viables. Il s'agira aussi d'encourager l'investissement privé national et étranger pour réaliser durablement des objectifs de croissance réelle à 2 chiffres. La forte croissance durable et inclusive contribue à améliorer la qualité de vie des populations, aussi bien en ville qu'en milieu rural. Pour ce faire, il est toutefois très important de continuer à renforcer les systèmes de santé et d'éducation. Enfin, la participation citoyenne, la bonne gouvernance, le renforcement des institutions permettront d'assurer la transformation, la croissance et le développement durable inclusif, de générer des revenus et des emplois, ainsi que la paix, la qualité et la stabilité économique, sociale et politique pour une Afrique nouvelle émergente. Concernant la Guinée, pendant la période coloniale, la Guinée était de toutes les colonies françaises celle qui avait le meilleur destin. On était à la fois un scandale géologique et un scandale agricole. Lorsque la France a constaté qu'il allait perdre la guerre d'Indochine, ils ont décidé de faire de la Guinée le remplaçant du Tonkin pour fournir le riz à toute l'Afrique occidentale. Alors, comment expliquer qu'avec tous ces avantages, pendant la période coloniale, l'agriculture guinéenne dépassait l'agriculture ivoirienne? Nous exportions 200 000 tonnes de bananes de la Côte d'Ivoire. Comment expliquer donc qu'avec tous ces avantages, nous sommes aujourd'hui un des pays les moins développés? Lorsque j'ai été élu en 2011, on n'avait même pas de relations avec les institutions internationales. Alors que les autres pays avaient eu des PPT depuis des années, nous, on était au banc. Et l'inflation était à 21%. Lorsque j'ai été élu, j'ai demandé au Fonds monétaire de venir me faire les lieux. Quand ils ont fait l'état des lieux, j'ai regretté d'avoir voulu être président en Guinée quand j'ai vu quelle était la situation. Et en 2010, le déficit budgétaire est de 12%. Le Fonds monétaire m'a imposé de passer à 2% en une année. Nous n'avons pas droit, bien sûr, au crédit. On n'avait droit que au crédit concessionnel, mais personne ne nous faisait le crédit concessionnel. Mais, grâce à la mobilisation du peuple de Guinée, à qui j'ai dit la vérité, j'ai dit que la Guinée est dans un trou, alors nous devons serrer la ceinture. Et grâce donc à la mobilisation du peuple de Guinée et la coopération avec les syndicats, nous avons pu obtenir le PPTE. Malheureusement, au moment où notre économie prenait son envol, nous avons eu la même maladie que le Libéria et la Sierra Leone, l'Ebola, qui a mis notre économie à terre. Mais le peuple de Guinée est un peuple courageux et laborieux. Nous avons donc repris notre marche en avant. Mais ce n'est pas
La Guinée a presque la moitié des réserves mondiales de bauxite. Mais on occupait à peine 1% du marché international. Quand je suis arrivé, on faisait à peine 13 millions de tonnes. L'année dernière, nous avons fait 30 millions. Cette année, nous ferons 60 millions. Et nous allons devenir en 2019 le premier producteur de bauxite dans le monde. Pas seulement la bauxite, mais la transformation en alumine. Évidemment, nous avons comme concurrent l'Australie. L'Australie a un avantage sur nous. Ils sont plus proches de la Chine qui est le principal consommateur. Notre bauxite est de meilleure qualité. Comment nous avons rattrapé ce retard? En faisant des ports en eau profonde. Aujourd'hui, nous avons 3 ports en eau profonde. Bientôt, nous allons avoir 2 autres. Ça veut dire des ports où des bateaux de 200 000 à 300 000 tonnes peuvent partir. Donc, nous gagnons sur le trafic, parce que 200 000 tonnes, ce n'est pas 30 000 tonnes. Donc aujourd'hui, nous avons rattrapé notre retard, enfin notre inconvénient par rapport à l'Australie. Nous avons l'avantage d'avoir une meilleure bauxite. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire la zone économique sino-guinéenne. Pourquoi, mon frère Alassane? Les bateaux de bauxite, en partant, vont plein de bauxite. En revenant, ils reviennent vides. Alors pourquoi ne pas utiliser cela pour faire comme ça un hub? Ça veut dire si un conteneur qui en allant à Dakar coûte $1000, et ils peuvent le transporter à $100 à Kamsar, et on fait le transbordement, peut-être ça arrivera chez Macky Sall à $500, et en se à $600. En même temps, cela nous permet aussi de pouvoir importer des usines clés en main pour transformer, puisque le transport ne coûtera pas cher. Et cette zone économique va créer une ville de 45 000 habitants au départ avec 30 000 emplois, mais en 2025, ça sera une ville de 200 000 habitants avec 100 000 emplois. Et vous verrez que cette ville a créé un endroit où il n'y avait rien. Mais, même si les mines sont importantes, bien sûr, nous avons le mine de fer de Simandou, qui est le plus riche au monde, mais quand je suis arrivé, cette mine avait été presque bazardée à un diamantaire qui n'était pas du tout dans les mines et qui avait vendu la 51% au Brésil à $2,5 milliards. Quelqu'un qui dit qu'il a investi 100 millions, il vend la moitié à $51 millions. Ça veut dire qu'il allait gagner 5 milliards sur le dos de la Guinée. C'est pourquoi mon frère Alassane, je n'ai pas voulu négocier avec Steinmex, même quand il m'en a parlé, j'ai dit qu'il faut s'en mettre pas de la Guinée. Et aujourd'hui, nous avons récupéré notre mine. Même s'il continue à nous diffamer parce qu'il a beaucoup d'argent à écrire n'importe quoi sur la presse internationale, le crachet de crapaud ne peut pas tacher la blancheur d'une colombe, mon frère. Malheureusement, le prix du fer avait beaucoup baissé, il est passé de 180 à $40, mais aujourd'hui, il est remonté à $80. Donc nous avons l'espoir que bientôt, nous allons pouvoir exploiter notre minerai de fer de Simandou. C'est le minerai de fer le plus riche au monde et qui est le plus grand projet actuellement en Afrique. Mais nous ne voulons pas baser le développement de la Guinée sur les mines. Bien sûr, nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons la bauxite, nous avons le fer. Et nous avons beaucoup d'autres minéraux. Nous avons les indices comme le cuivre, le cobalt, etc., platine, uranium, etc. Donc nous sommes en train de faire la géophysique au 100 millième pour pouvoir les exploiter. Mais c'est l'agriculture qui va être la base et l'agro-industrie.